merci d'ailleurs de nous accueillir ici. Alors, je vais tout d'abord rapidement me présenter. Je suis David Mogri, je suis le responsable de la communication avec les droits de l'homme. Je suis également le coordinateur de la commission Nouvelles Technologies de la Ligue des droits de l'homme. Et voilà, je vais vous donner ici le débat. Alors, comme le titre de la conférence l'indique, on va aborder ici la question de la vie privée sous l'angle du respect des droits humains. C'est un sujet qui évidemment est d'autant plus d'actualité depuis les événements dramatiques de Paris il y a 15 jours, parce que ces événements auront sans doute des conséquences quant aux mesures prises en matière de vie privée, au respect de celle-ci, et donc il y aura sans doute une pression certaine sur ce droit fondamental qui risque d'avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est dans ce contexte exceptionnel donc, que la commission de technologie d'ADI s'accueille. Pour ce qui est aussi la première activité de l'année thématique que la Ligue a consacrée à la vie privée, puisque donc, cette année, pendant toute l'année 2015, nous allons organiser Tout le monde publie. Alors, ça n'est pas une injonction, c'est le titre de l'année thématique. Donc, qui va être consacré au respect de la vie privée, qui va être consacré à la protection des données personnelles. On va vraiment aborder de manière très très large tous les pans de cette thématique. Alors, pour aborder ces différents enjeux, trois intervenants, je vais vous présenter. Il y a d'abord Laurie Phillips, qui est juriste, qui est par ailleurs présidente à tout intérim de la commission Nouvelles Technologies et des droits de l'homme. Elle va aborder d'une part, dans un premier temps, la question sous l'angle historique de la vie privée et sous l'angle de la cadre juridique qui l'entoure. Et elle interviendra dans un second temps pour aborder les droits des citoyens quant à la protection de leurs données personnelles. Interviendra également Franck Dumortier, qui est chercheur au Centre de recherche informatique et droit de Namur et qui est également membre de la commission de technologie d'agriculture. Puis il abordera la tension qui existe entre le droit fondamental à la vie privée et l'intérêt légitime de sécurité. Enfin, François Cleux, qui est chargé de recherche au groupe de l'Université catholique de Louvain, clôturera des exposés en abordant la question de la sécurité des données personnelles et de la photographie. On clôturera, si on a le temps, j'espère que je pourrai avoir ce temps par une séance de questions-réponses. Voilà, Madame Phillips. Alors, moi, je vais voir le contexte historique et supprimer les dispositions applicables. Et pour ce faire, on va voir que la protection des droits fondamentaux et la lutte contre le terrorisme, il y a vraiment un avant et après les attentats du World Trade Center de 2001. Donc avant 2001, ça c'est le plan général, on va voir ce qui s'est passé de 1948 à 1990, puis on va voir les objectifs des accords et enfin la charte européenne des droits fondamentaux. Alors de 1948 aux années 90, en 1948 on a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit notamment à l'article 12 que nul ne sera l'objet d'une mission arbitraire en sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation, et que toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émissions ou de telles atteintes. En 1950, c'est l'article 8 de la CEDH, donc la Convention des droits de l'homme, qui insiste sur le haut respect de la vie privée et familiale, et qui précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir d'ingérence du public dans l'exercice de ce droit, que pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et que constitue une mesure dans une société démocratique et nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. En 1966, c'est le pacte dit ONU, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reprend à l'article 17 des code civil et à l'article 19 des droits de l'administration. Et on voit que dans ces années-là, en 1957, le terrorisme existait déjà, et on avait une convention européenne pour la lutte contre le terrorisme qui définissait en fait les
action accompagnée de l'utilisation de bombes, de grenades, de missiles, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés qui mettent en danger des personnes. Donc une définition très stricte qui nécessite l'utilisation de moyens spécifiques particuliers comme des bombes, des grenades, des missiles et qui mettent en danger non pas des idées mais des personnes. On passe aux années 90 et là on va voir survoler deux directives. La directive centrale et capitale qui est la directive 95-36 qu'on appelle aussi la directive vie privée et la directive 97-66 qui a pris du temps et qui concernait donc en fait le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les directives des années 90, on va davantage mettre l'accent sur la protection de la vie privée plutôt que sur la possibilité pour les autorités nationales de déroger en fait à cette protection. Donc on a vu qu'il y avait une directive 95-46, il a bien fallu que cette directive européenne la transposée en droit national pour qu'on puisse sortir ses effets, ce qui a été fait par la loi du 8 décembre 1992, qu'on appelle aussi LVP. La LVP s'articule autour de 5 grands principes qui sont repris à l'article 4. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de licéité et de loyauté, ce qui veut dire tout simplement que le traitement des données à caractère personnel n'est autorisé que dans un certain nombre de cas, et que même lorsqu'un traitement est licite, il faut encore observer certaines règles qui sont liées aux autres principes qui seront énoncés plus loin. Il faut également agir avec loyauté envers la personne concernée. Le deuxième principe, c'est le principe de proportionnalité, qui est en fait le principe central qui va articuler tous les autres. C'est-à-dire que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes, non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles seront éventuellement traitées ultérieurement. Le troisième principe, c'est le principe de finalité. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées qu'en vue d'une ou de plusieurs finalités qui doivent être déterminées, légitimes et explicites. Et ceci implique notamment qu'il doit toujours y avoir une raison objective et concrète pour laquelle les données à caractère personnel sont collectées et traitées. Ces raisons doivent être établies précisément avant le début du traitement. Le quatrième principe, c'est le principe de transparence et de respect du droit des personnes. La personne concernée par la collecte de données à caractère personnel doit pouvoir connaître l'objectif pour lequel cette donnée est collectée et elle dispose, selon certaines conditions, d'un droit d'accès à ses propres données, d'un droit de rectification des données qui la concernent et qui sont considérées comme incomplètes ou erronées, et d'un droit d'opposition pour des raisons sérieuses et légitimes. Donc les données sont certes complètes, elles sont certes exactes, mais on estime qu'elles ne sont pas collectées pour des raisons sérieuses et légitimes. Le cinquième principe, c'est le principe de durée limitée. Ça veut tout simplement dire que quand on collecte une donnée pour un objectif numéro 1, on ne peut pas dire « Ah mais moi j'ai finalement un objectif numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, et donc finalement la donnée que j'ai collectée, je la garde à mon caractère. » C'est un principe qui finalement s'articule avec l'aspect de proportionnalité. On ne doit pas conserver de données sauf exception. C'est au responsable de traitement à s'assurer du respect des différents principes que je viens de citer. Donc on a vu que 1948 aux années 90, on insiste sur la protection des droits considérés comme fondamentaux, ce qui est protégé, notamment de confiance, etc. On a vu les directives des années 90 qui insistent à nouveau sur la protection des données à caractère personnel, à nouveau une manière de protéger. Et maintenant on va voir la Charte européenne des droits fondamentaux. Alors la Charte européenne des droits fondamentaux, elle vise à réunir en fait les droits qui sont considérés comme fondamentaux auparavant dans les différents textes que j'ai cités, qui vont de 1948 donc jusqu'à là, et elle vise à reprendre notamment la CEDH de 1950, mais également d'autres considérés comme fondamentaux, notamment les droits économiques et sociaux. La Charte a été formellement adoptée à Nice en décembre 2000 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et avec l'entrée en vigueur de Lisbonne, la Charte s'est confiée la même force juridique obligatoire que les traités. Que dit la Charte européenne des droits fondamentaux? À l'article 2, à l'article 7, elle insiste à nouveau sur le respect de la vie privée et familiale, en disant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa communication. Et à l'article 8, elle insiste sur la protection des données à caractère personnel, en précisant que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant, que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée, que
ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu dans la loi, et que toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante. Donc ça, c'est ce qui se passe avant 2001. Maintenant, on va voir le glissement après 2001, avec 3 vagues successives, d'abord le World Trade Center, ensuite les attentats de Madrid 2004 à 2005, et puis le glissement avec la directive rétention des données sur laquelle je ne vais pas m'étendre, je vais juste en dire 2 ou 3. Donc on commence avec le premier bloc, à savoir le World Trade Center, et là on va voir qu'il va y avoir 2 décisions qui ont été prises. La première c'est une décision cadre du Conseil de 2002, et la seconde c'est la directive 2002-58. La décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme définit autrement les infractions terroristes. Donc on avait vu que tout ce qui était acte terroriste était défini de manière très précise, il fallait qu'il y ait des moyens techniques spécifiques et il fallait qu'on vise les personnes. Ici on va avoir une vision très large puisqu'on dit il faut que ce soit un acte intentionnel, défini comme infraction par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsque l'auteur les commet dans le but de gravement intimider une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale. Alors cette définition mène à des multiples interprétations, non seulement parce qu'on parle d'infraction, est-ce que c'est une infraction au droit national, est-ce que c'est un crime, est-ce que c'est un délit, est-ce que c'est une simple infraction, nature ou contexte, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que le contexte, qu'est-ce que ça veut dire déstabiliser indûment, que sont les structures considérées comme fondamentales. Et donc c'est une définition qui mène à des interprétations qui pourraient être tendancieuses malgré une volonté affichée de principe de ne pas nuire aux droits considérés comme fondamentaux. Donc c'est une décision cadre du Conseil prise en 2002, juste après le World Trade Center, qui oblige les États membres à adapter leur dispositif légal en quelques mois. Or, cette décision n'a pas vraiment de fondement légal, on va dire, suffisamment stable, puisque avant 2009 et les traités de Lisbonne, l'Europe n'avait pas les mêmes compétences en matière liée à la justice et à la police qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va lire dans les considérants de la décision cadre que la définition des infractions terroristes devrait être approchée dans tous les États membres, y compris celle des infractions relatives aux groupes terroristes. D'autre part, des peines et des sanctions correspondant à la gravité de ces infractions devraient être prévues à l'encontre des personnes physiques ou des personnes morales qui ont commis de telles infractions ou en sont responsables. Et la phrase, on va dire qui est à tout, étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres, et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisées au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité. Voilà. Donc juste après cette décision qui lance déjà, on va dire, la manœuvre, on a une directive 2002-58 qui est appelée la directive iPrivacy et qui abroge la directive 97-66 dont je vais très brièvement parler, qui va venir s'articuler autour de la directive 95-46 sur laquelle je suis un peu plus étendue en expliquant les 5 principes sur lesquels nous étions fondés dans la législation nationale. Et cette directive 2002-58 précise à l'article 15 que les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations liées notamment à la confidentialité des communications et aux données liées au trafic, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée au sein d'une société démocratique. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation des données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés. Donc on voit qu'ici, la directive 2002-58 introduit la possibilité, ce n'est pas une obligation, c'est juste une possibilité de faire de la rétention des données pendant une durée limitée et pour des objectifs énoncés. À partir du moment où la rétention des données est possible, de nombreux États membres disposent dès lors de mesures au niveau national qui vont prévoir cette rétention. C'est le cas notamment en Belgique. Et malheureusement, étant donné que c'est une directive qui simplement autorise les États membres à faire de la conservation des données, chaque État membre a un petit peu fait à sa sauce. Alors, à partir de ce moment-là, donc à partir de la directive 2002-58, la Belgique promulgue une loi en 2005 qui prévoit la rétention des données.
mais qui la limite fortement en termes de durée et en termes d'accès. Maintenant, je reviens sur le plan. On a vu avant 2001, après 2001, on a vu juste après les attentats de 2001, on va voir ce qui s'est passé après les attentats de 2004 et de 2010. Alors, les attentats de Madrid 2004 et de Londres 2005 ont eu aussi un impact sur la façon dont on a voulu lutter contre le terrorisme et l'équilibre entre la volonté de lutter contre le terrorisme d'une part et le respect de la vie privée d'autre part, puisqu'on va voir que peu après l'attentat de Madrid, 4 États, la France, l'Irlande, la Suède et l'Angleterre, publient un draft de décision concernant la rétention des données. Mais le draft n'est pas très bien accueilli parce qu'à ce moment-là, on n'est pas encore tout à fait mûr, si je puis dire. Et on se dit, il faut quand même essayer de protéger la vie privée. Donc très vite, ce draft tombe à l'eau. Et puis, voici le traité de Prüm en 2005 qui organise la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. Et ce traité de Prüm, je m'excuse pour tous ceux qui sont germanophones, je prononce certainement très mal, ce traité autorise notamment la consultation et la comparaison automatisée de données à caractère personnel, en ce compris l'ADN. Et là, on voit que le traitement de données à caractère personnel ne vaut en principe que pour la finalité pour laquelle la donnée a été récoltée. C'est un principe qui existe déjà dans la directive 95/46, sauf que on voit que ces échanges de données ne se font pas toujours dans l'unique but annoncé de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière ou la migration illégale. En 2005, donc, attentat à Londres et très vite après, la directive 2006/24 qui porte sur la conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services. Je ne vais pas lire tout le titre, mais grosso modo, on retient que ça modifie très largement la directive 2002/58 qui a prévoyé la possibilité pour les États de faire de la rétention des données. Ici, la 2006/24 va imposer la rétention des données et le débat concernant la protection de la vie privée va très vite passer en second plan parce que le Parlement européen est sous la pression. Il sait que s'il n'adopte pas le texte de ces directives, on passera par-dessus sa tête et il sera adopté au niveau français. Et donc, la directive 2006/24 qui impose la rétention des données définit ces données comme les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l'abonné ou l'utilisateur. Les catégories de données à conserver sont définies par la directive comme les données nécessaires pour retrouver et identifier la source, identifier la destination, déterminer l'heure, la durée, le type de communication, le matériel, etc. Sont donc stockées ce qu'on appelle les métadonnées. Par exemple, le type de communication, est-ce que vous avez utilisé un téléphone, utilisez plutôt un email, votre localisation, la destination, la date, l'heure et la durée de vos communications. Alors c'est vrai que rien n'est conservé sur le contenu de vos échanges. Donc on sait que vous avez envoyé un SMS à Monsieur X à 13h42, mais on ne sait pas ce que contenait le SMS. Donc ça c'est vrai, mais avec les informations recueillies, il est néanmoins possible d'obtenir une image relativement précise et complète de certains aspects de votre vie, aussi bien privés que professionnels. Puisque par exemple, rien qu'avec la téléphonie et les métadonnées qui sont collectées sur vous, on sait à qui vous téléphonez, où vous vous trouvez quand vous téléphonez, combien de minutes vous avez discuté avec votre interlocuteur, si vous lui téléphonez souvent, si c'est plutôt le jour, si c'est plutôt le soir. Sur Internet, on sait sur quelle page vous avez surfé, combien de fois par jour, combien de fois par semaine. Et donc, en répondant à toutes ces questions, ce n'est pas très difficile d'apprendre à vous connaître et de pouvoir dresser un portrait robot de votre personnalité, de connaître vos tendances et de savoir quels sont vos centres d'intérêt. Alors, en Belgique, la directive 2002/58 qui permettait aux États membres de faire de la rétention de données avait déjà permis à la Belgique de se doter d'une loi organisant la rétention des données. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Cette fois-ci, grâce à la directive 2006/24, et bien que la Belgique est un petit peu freinée à transposer, on va aller un petit peu plus loin en étendant la durée de conservation ainsi que les accès laissés aux autorités. Alors maintenant, je vais aborder juste l'autre versant. Donc on a vu avant 2001 comment ça se passait, après 2001, et maintenant quelles sont les tendances jurisprudentielles actuelles. Est-ce qu'on essaye de retrouver un nouvel équilibre ou est-ce qu'au contraire ça s'aggrave et on va vers plus d'aspects sécuritaires que de protection de la vie privée? Ça va être un petit peu la question de débat. Donc la Cour de justice européenne a récemment rendu de nombreux arrêts aux effets retentissant dans la mesure où on en a beaucoup entendu parler. Elle a consacré le droit à l'oubli numérique et elle a aussi invalidé la directive 2006/24 dont je viens de parler, qui consacrait la rétention des données comme une imposition.
Donc je vais d'abord parler du droit à l'oubli numérique de manière très brève parce que je vais en parler dans mon autre intervention. Donc en qualifiant de responsable de traitement les moteurs de recherche, comme par exemple Google, la Cour européenne a consacré les droits de la personne concernée tels qu'ils étaient déjà prévus en fait dans la directive 95/46. Et pour pouvoir se conformer à cette condamnation, Google a depuis introduit un formulaire en ligne qui permet désormais aux citoyens européens, moyennant certaines conditions qui étaient déjà prévues par ailleurs par la directive 95/46 aussi, de faire disparaître des moteurs de recherche européens les données à caractère personnel qui les concernent. Elle a également, la Cour de justice européenne, invalidé la directive 2006/24 dont je viens de parler, parce qu'elle a soulevé deux ingérences principales. La première, c'est tout simplement que le fait même de conserver les données à caractère personnel pendant une certaine durée était une ingérence en soi, puisqu'il y avait d'autres moyens que la simple rétention des données, possible en tout cas. Et ensuite, elle a considéré qu'il y avait une autre ingérence, c'était l'accès des autorités nationales compétentes. Et donc, on se demande, en regardant un petit peu les différentes jurisprudences actuelles, si la Cour n'essaye pas d'envoyer un petit appel du pied aux législateurs européens pour essayer de trouver un meilleur équilibre, finalement, entre la vie privée et les aspects sécuritaires pour la lutte contre le terrorisme. Alors là, je vais juste aborder très brièvement aussi, parce qu'on m'a demandé de survoler les différentes dispositions qui existent, et je sais que ça en a inquiété plus d'un, des données personnelles numériques. Quid lorsqu'elles ne restent pas en Europe, mais qu'elles vont vers un État tiers. Ainsi que nous l'avons vu, même si de nombreuses dispositions ont par la suite altéré et interprété l'application pratique de la directive 95/46 en utilisant les dérogations possibles, cela reste la directive de référence en matière de protection de la vie privée jusqu'à présent. Et cette directive 95/46 précise à l'article 25 que le transfert de données à caractère personnel en dehors des États non membres de l'Union européenne ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat. Évidemment, on ne sait pas ce que ça veut dire que niveau de protection adéquat, et donc on va prendre un exemple pour voir ce que c'est que ce niveau de protection et quels sont les risques. L'exemple que j'ai pris n'est pas anodin, bien sûr, je vais tout de suite. J'ai pris les relations Union européenne et États-Unis. On a aussi beaucoup entendu parler. Donc là, je parle très brièvement du self-learning. Donc c'est en fait simplement le fait que l'Europe et les États-Unis, n'abordant pas la protection de la vie privée de la même façon et sous le même angle, ils ont considéré qu'il fallait une espèce de traité pour permettre aux entreprises américaines de montrer patte blanche et d'obtenir quand même les données à caractère personnel qui provenaient de l'Union européenne. Ensuite, on a aussi un autre accord qui s'appelle SWIFT. Donc SWIFT, c'est en fait une société de droit belge qui traite de larges flux financiers, qui représente des milliers de transactions bancaires pour plus de 8000 banques dans le monde. Et depuis les attentats du 11 septembre 2001, en fait, les Américains possédaient un texte qui leur permettait de dire, à partir du moment où vous avez un élément situé sur le sol américain, et pas un élément, c'était extrêmement large, eh bien, je considère que tout le dossier peut être attiré à moi. Je suis compétente en tant que Cour américaine pour obtenir tout ce que je désire, ou que l'autorité américaine pour obtenir toutes les informations que je désire. Et donc, on voit qu'alors que la société était belge, simplement parce qu'elle avait un serveur aux États-Unis, eh bien, les Américains avaient accès à toutes les millions de transactions bancaires par jour et toutes les informations bancaires qui transitaient. Bien sûr, quand ça s'est su, ça a un petit peu fait de grabuge, parce qu'ils se sont rendus compte évidemment que c'était une manne d'informations. Donc SWIFT a retiré son serveur américain, a essayé de le conserver uniquement sur le sol européen, et puis les États-Unis ont simplement essayé de coopérer avec l'Union européenne en disant mais vous savez, ça nous intéresse beaucoup dans la lutte contre le terrorisme de continuer à posséder ces informations, et donc on a obtenu ce qu'on appelle l'accord SWIFT en 2010. Donc grâce à cet accord, les Américains ont quand même accès à des millions de transactions bancaires européennes. Ce qui leur permet de savoir évidemment tout ce que vous dépensez, comment vous dépensez, avec qui vous le dépensez, etc. Ça représente une source d'information importante. En juin 2014, le gouvernement américain s'est engagé à rédiger une législation assurant la protection des données à caractère personnel tout en renforçant l'accord Safe Harbor dont on a parlé. Et la révision de cet accord permettrait d'octroyer les mêmes droits aux citoyens européens de recourir à la justice américaine qu'aux citoyens américains en cas de problème dans l'utilisation de leurs données. Je ne sais pas du tout comment c'est censé être mis en pratique, on verra bien. Donc ça, c'est une affaire à suivre.
On a aussi actuellement en fait ce qu'on appelle le TTIP, donc Transatlantic Trade Investment Partnership, qui est en cours de négociation, dont on ne connaît pas encore tout le texte. On peut trouver via le lien que j'ai mis là-bas en fait des petits projets, des petits morceaux, ceux qui sont d'accord de révéler sur l'accord en cours de négociation. Et on voit qu'en fait il y a un volet ICT qui va comprendre en fait la protection des données à caractère personnel aussi. Donc ça aussi c'est à suivre. Tout ce qu'on peut dire en tout cas c'est que je reviens derrière. C'est pas grave. Voilà. Donc tout ce qu'on peut dire en fait c'est que on a bien vu avec les scandales de Snowden, etc., qu'il y avait des dérives potentielles. Donc on peut prévoir que les accords qu'on veut, il est un fait que l'Europe n'a pas forcément la main forte lorsqu'il s'agit de négocier avec les États-Unis et qu'on se demande bien comment finalement sanctionner un abus éventuel. Donc, et maintenant, la directive 9546 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles, dont on a déjà parlé, est déjà ancienne et présente quelques désavantages, pour être tout à fait franche. La première, c'est que c'est une directive et que donc, partant, elle a été transposée dans les différents ordres nationaux par des lois royaux différents. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection uniforme dans l'ensemble des États membres. Le deuxième désavantage, c'est que c'est une directive qui est antérieure en fait, à l'avènement des réseaux sociaux, des clouds, etc. Et que donc elle n'a pas forcément prévu une protection efficace spécifique dans ces domaines. Et le troisième petit souci, c'est tout simplement que des directives postérieures, on l'a vu, ou des textes postérieurs sont venus un petit peu renier la qualité et l'étendue des protections en utilisant à chaque fois les dérogations possibles. Donc tout le monde est d'accord qu'il faudrait bien réviser un jour cette directive. On ne sait pas encore comment, puisque depuis 2012, on nous annonce qu'il y aura un règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. On a déposé un texte, je pense, qui faisait 600 pages à la base, il en fait, je crois, le triple maintenant, ou quelque chose comme ça. Il y a eu des milliers d'amendements qui ont été publiés, et il a fait l'objet de très très vives critiques. Une fois, les entreprises disaient « Ah mais non, vous protégez trop le consommateur, vous prenez trop par la main, c'est pas individuel, il sait se protéger quand même. » Et d'autres fois, on disait « Ah mais non, vous avez protégé trop les intérêts des entreprises et du secteur privé et vous avez détruit les protections existantes pour le consommateur ou le citoyen. » Donc on voit quel instrument, est-ce que ce sera une nouvelle directive finalement, est-ce que ce sera un véritable règlement, est-ce que ce sera basé sur le règlement qui a déjà été publié ou pas? Est-ce qu'ils vont tout faire? On ne sait pas encore trop bien. Alors, quels intérêts seront privilégiés? On ne sait pas encore non plus. Et enfin, la question qui se pose aussi, c'est de quel pouvoir les commissions nationales qui sont chargées d'assurer la protection de la vie privée seront-elles investies en termes de compétences et de possibilités de sanctions? Quelles seront également les voies de recours qui seront demain aux personnes concernées? Et aux États-Unis, quelle est la tendance actuelle? Puisque j'ai parlé tout à l'heure de l'exemple en relation États-Unis et Union européenne, eh bien, ça peut toujours être intéressant d'aller voir chez nos voisins comment eux, ils affichent les tendances actuelles. Alors, en 2014, on a vu que l'US District Court de New York a imposé à Microsoft de donner accès aux autorités américaines à toutes les données que Microsoft possède, y compris lorsque celles-ci sont protégées par des lois qui ne sont pas américaines. Donc Microsoft s'opposait à la remise de ce type de données en arguant que les cours américaines n'étaient pas autorisées à émettre des mandats extraterritoriaux et à saisir des données qui figurent sur des serveurs physiques situés en Europe. Et le juge américain a estimé quant à lui qu'à partir d'un seul élément d'extranéité, les lois américaines pouvaient s'appliquer, et donc Microsoft étant américain, toutes les données d'entrée peuvent être traitées par les Américains. En juin 2014, on a vu que le président américain du PEC, le Conseil à l'export, a présenté une lettre de recommandation au président Obama en s'inquiétant de l'impact du protectionnisme digital de l'Europe sur les entreprises américaines. Et donc on voit qu'en fait ils ne sont pas vraiment d'accord que l'Europe ferme ses portes et essaye de se protéger. Ce qui est assez compréhensible de toute façon, parce que ça faisait longtemps qu'ils utilisaient. En 2015 maintenant. En 2015, Madame Ramirez, qui est la chairman du FTC, donc Federal Trade Commission, a lors de l'International Consumer Electronics Show appelé les différents secteurs à prévoir dans le projet ICT le Security by Design.
la data minimization et le notice and choice for unexpected uses, afin de respecter un meilleur équilibre entre la volonté de soutenir les entreprises d'une part et le respect du droit à la vie privée d'autre part. Donc, on voit que si on prévoit la sécurité dès le départ, si on commence à imposer différents modèles pour essayer de protéger la vie privée dès le départ, c'est plus facile que de corriger, on va dire, le tir par la suite. Donc ça, c'est Madame Ramirez du Federal Trade Commission. Et puis on a vu le président Barack Obama le 13 janvier 2015 qui a annoncé différents projets législatifs visant à soutenir en fait, la cybersécurité et donc la lutte contre la cybercriminalité, forcément. Et il s'agirait notamment d'introduire une procédure standard en matière de flux des données, donc une data breach notification, et d'encourager le secteur privé à partager les informations relatives à des cybermenaces. Donc, on voit bien en fait que le secteur privé n'est pas enclin à dire « Au fait, on m'a volé 36 millions de données à caractère personnel sur mes serveurs ». Ça fait très mauvais genre quand ça paraît dans la presse. Et donc il a plutôt tendance à se taire et à rester victime plutôt qu'à se plaindre et à ce que ça passe un scandale. Et donc ici, ce que voudrait le président Obama, c'est permettre au secteur privé d'obtenir du soutien de la part de son gouvernement en protégeant mieux ces données et en ayant recours à des experts. On verra bien ce que ça donnera, que ces différents projets. Je cède la place à notre collègue. Qui existe entre le droit fondamental à la protection de la vie privée et l'intérêt légitime de sécurité. On parle souvent de deux droits qui seraient mis en balance, le droit à la vie privée et le droit à la sécurité. On dirait qu'il n'en est rien. On a d'un côté un droit fondamental et de l'autre simplement un intérêt légitime qui peut être poursuivi. Alors le plan, voilà, je donne des exemples de liens online, parce que vraiment je traite de la criminalité online uniquement, je ne peux pas le faire. J'explique c'est quoi, mais brièvement c'est quoi le droit fondamental à la vie privée en expliquant, on parle, chacun a un droit au respect de sa vie privée, mais qu'est-ce qu'on entend par la vie privée? Puis je vais expliquer en quelques mots qu'il n'y a pas de droit à la sécurité, quoi, comme c'est les politiciens, on le dit souvent, hein, dès qu'il y a un attentat, comme maintenant, vu les événements Charlie Hebdo, on entend pas mal de politiciens parler de droit à la sécurité, c'est pas un, non, il n'y en a pas. Donc 4, c'est ça le but de l'exposé, comment est-ce qu'on lutte contre la criminalité finalement online, dans le respect des droits fondamentaux, c'est ça le nœud, le noyau de l'exposé, avant d'arriver à la criminalité. Alors, brièvement, des exemples de délits online. Là, on a d'abord la violation à grande échelle de droits d'auteur. Je pense ici, c'est pas RLB qui a été bloqué. On verra quelles mesures sont utilisées d'ailleurs par l'autorité pour bloquer ce genre de site. Donc, il permet par le protocole torrent de télécharger des films. Il a été bloqué là, ici en Belgique, mais évidemment, il y a plein de miroirs à gauche à droite. C'est toujours possible d'utiliser ce site par d'autres adresses qui renvoient au même domaine. Le phishing, c'est un grand problème au niveau belge, c'est pour ça qu'il n'y a pas une grande politique qui est mise en place en matière de cybercriminalité pour l'instant. C'est que pas mal de clients de banque se ont volé de l'argent simplement par phishing. C'est quoi le phishing? C'est qu'un hacker, quelque part, met en place une page web, la sienne, qui remplace la page officielle et qui chope les données de ceux qui s'y connectent en ayant les informations de connexion de banque pour voler de l'argent. Ça crée pas mal de problèmes. Je n'ai pas les chiffres ici des dommages que ça cause, mais ça cause quand même pas mal de dommages. D'ailleurs, Belgacom maintenant a lancé une initiative de lutte contre la criminalité informatique. Belgacom, j'ai dit pardon, fait Belfi. Le hacking, ici c'est l'exemple de Anonymous, Anonymous qui avait promis, c'était pas Anonymous, finalement c'est le cabinet d'avocats qui voulait faire ça pour pub, mais bon. Anonymous, qui est un grand qui de temps à autre fait des actions, vient un site, c'est quoi le hacking? C'est l'intrusion illicite dans un système de protéger au niveau. Ça arrive souvent, comment est-ce qu'on peut se protéger de ce genre de choses sur un site. Alors ici, le trafic de drogue. Parce que vraiment, on a le web que tout le monde connaît, mais on a aussi le dark web. Ici, c'est un site, Silk Road, qui était d'ailleurs bloqué maintenant. Il y a encore d'autres forums de ce genre qui existent. C'est un site qui est accessible par torrent. Tor, c'est un protocole, peut-être que
François Kuhn pour vous expliquer ce que c'est, mais en tout cas qui permet un certain anonymat des gens qui vont visiter ce genre de site. Ici, il est possible de commander de la drogue, de vendre de la drogue et de commander de l'herbe, de l'héroïne, et ça va faire livrer chez soi. Évidemment, c'est embêtant pour la police et qui n'a pas toujours les moyens de retrouver les personnes qui vendent ou qui achètent, puisque par définition, ce protocole est quasi anonyme. Vente d'armes, c'est la même chose. Dans ces mêmes sites, on a de la vente d'armes par ce genre de site également. Et alors, la pédopornographie, hein, c'est un des grandes batailles des procureurs, des juges d'instruction pour l'instant. Ici, l'image que vous voyez, c'est Sweetie. Ça, c'est une ONG hollandaise qui avait créé une image de synthèse et qui a mis en ligne pour essayer de choper les internautes qui se connectaient à cette petite fille de synthèse pour lui envoyer des messages. Finalement, ils ont fait une liste de pédopornographes présumés, ils l'ont envoyé à la police, mais les preuves n'étaient pas recevables puisque ce n'est pas, évidemment, pas un individu un citoyen, tout simplement, de collecter les preuves. Évidemment, ce n'est pas leur boulot, donc les preuves ont été rejetées. Bon, les caractéristiques globales de la criminalité, c'est quoi? C'est une criminalité dématérialisée, une fragilité, une volatilité des éléments constitutifs, on peut facilement effacer les données, effacer les éléments de preuve, souvent la criminalité internationale, on peut avoir un Belge qui se connecte à un serveur croate pour attaquer un serveur ou une banque en Suisse. Quoi. La criminalité nécessite donc une réaction rapide pour éviter que les éléments de preuve soient effacés. Ça bénéficie d'un anonymat, pas toujours, ça dépend, sur le clean web moins que sur le dark web. Sur le dark web, franchement, on commence à se poser des questions, parce que évidemment, là, comme on passe par pas mal de relais avant d'arriver au site, ben, les personnes qui commettent une infraction ne sont pas facilement retrouvables. En plus, c'est multiforme. Bon, on a deux choses en balance pour traiter de ce genre de criminalité. D'une part, le droit fondamental à la protection des privés, on en a déjà parlé dans le premier exposé. L'article 8, c'est l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un instrument fondamental contraignant qui protège ce droit. Ça dit que chaque personne n'a pas le droit au respect de sa vie privée. C'est dans l'article 22 de la Constitution également. Mais qu'est-ce qu'on entend par vie privée? Alors ça a évolué. Au départ, Montaigne disait qu'il faut se réserver une manière politique toute nôtre dans laquelle on peut établir notre vraie liberté. Donc, quelque part, on doit avoir le droit d'avoir 4 murs dans lesquels on peut réfléchir à quelle est notre liberté. Warren et Brandel disait c'est le droit d'être laissé seul quelque part, le droit d'être laissé seul chez soi, et même en dehors, dans des journaux par exemple, pour pas que n'importe quelle information à propos de quelqu'un sorte dans le journal, si ça n'a pas un intérêt pour la société. La solitude a plusieurs, ça c'est Rigaud qui le dit, c'est que non seulement le droit à être privé, c'est le fait de pouvoir réfléchir seul dans ces 4 murs à notre liberté extérieure, mais c'est également la liberté de conduire ses propres relations avec d'autres sans être exposé à une mission illicite. Le fait de choisir ses amis et de discuter avec eux, de pouvoir conduire des relations même professionnelles avec des collègues, avec ses collègues. Donc c'est une sphère intime à l'abri des émissions des regards. Et puis bon, ça évolue. Le Conseil de l'Europe le définit comme le droit à pouvoir mener sa vie comme on l'entend avec un minimum d'ingérence, donc un droit à l'épanouissement. On a deux arrêts importants, l'arrêt Guerra. L'arrêt Guerra, c'est un arrêt où deux Italiennes s'installent dans un village, il me semble, où il y avait des entreprises polluantes. Et elles n'avaient pas été prévenues par l'Italie que ces entreprises étaient polluantes, elles avaient des enfants. Elles ont dit, ben, puisqu'on n'était pas prévenus, on n'a pas pu exercer notre droit à l'épanouissement en pouvant s'installer là où on veut. On voulait un environnement sain, on n'a pas pu s'y installer, donc ça relève de l'article 8. La Cour européenne des droits de l'homme a dit, vous avez raison. Arrêt Preti, c'est une femme qui voulait mourir, donc droit à l'euthanasie. Ben, la Cour européenne des droits de l'homme a dit oui, le droit à l'euthanasie, le droit de pouvoir choisir si on veut mourir, c'est un droit à l'épanouissement qui relève de l'article 8. Donc ça relève de l'article 8, mais le Royaume-Uni peut mettre des limites pour protéger les plus faibles. Et donc dans ce cas-là, la femme n'a pas pu exercer son droit à l'euthanasie parce qu'il y avait un certain nombre de restrictions possibles pour garantir la défense des personnes qui souhaitent mourir. Donc c'est aussi un droit à l'épanouissement, à la liberté de soi, le choix de pouvoir poser des choix existentiels. Et puis on arrive à l'arrêt de la Cour constitutionnelle allemande en 1983, qui est le droit à l'autodétermination informationnelle, le droit de pouvoir construire son image informationnelle, pouvoir choisir quelle information circule à propos de soi. Ici, on rentre vraiment dans l'ère informationnelle. Bon, ça c'est pour ce qui est le droit fondamental à la protection des privés, qui est protégé par l'article 8. Bon, il n'y a pas de droit fondamental à la sécurité qui est mis en balance avec ce droit. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux insister. Il y a un intérêt légitime à la sécurité, j'expliquerai pourquoi.
Bon, ici, il y a un certain nombre d'exemples de politiques qui parlent de droit à la sécurité. Ici, ces exemples sont tirés de la proposition de loi en matière de caméra de surveillance, la loi qui est sortie en 2017. Alors, dans la LVLD, par exemple, dit une loi qui a pour objet de réglementer la surveillance par caméra doit réaliser une mise en balance entre deux droits fondamentaux, dit-il, le droit à la vie privée et le droit à la sécurité. Non, ça n'existe pas. Cola et Maire, ce droit à la sécurité est pour nous un droit fondamental parce qu'il permet l'exercice des autres droits et libertés. C'est exactement l'inverse de la logique de la Convention européenne des droits de l'homme. Et on vous sert ça au JT assez régulièrement en disant que c'est le droit à la sécurité qui est la base des autres droits. Non, c'est les autres libertés qui sont le fondement qui permettent d'atteindre la sécurité. Évidemment, le Vlag de Lagne fait la même chose, ça c'est pas étonnant, mais pour vous dire, on prend n'importe quelle partie du PS jusqu'au Vlag de Lagne, ils disent tous la même chose. Ils mettent en balance deux droits dès qu'il y a un attentat ou qu'il y a un événement qui permet de sortir ce genre d'argument. Et on le voit encore maintenant, en l'occurrence, tous les événements qui se déroulent pour l'instant. Alors, oui, il n'y a pas de consécration de ce droit subjectif à la sécurité, même si c'est vrai, la NVA avait proposé une modification en 2003 pour y introduire. Mais à l'époque, il y a eu des commentaires qui disaient mais c'est quoi ce droit à la sécurité? Est-ce que c'est le droit à la sécurité physique, le droit à la sécurité sociale, le droit à la sécurité économique, le droit à quelle sécurité? Par contre, il y a un droit à la liberté et à la sûreté. Souvent, c'est confondu dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 5. Mais ce n'est pas un droit à la sécurité, c'est un droit à la sûreté. Que dit cet article? Il dit chacun a le droit de ne pas être mis en prison de manière arbitraire. Donc, ce n'est pas un droit à la sécurité, c'est le droit de ne pas être mis en prison de manière arbitraire. Mais, de temps à autre, comme c'est défini comme étant the right to liberty and security en anglais, on confond, on a tendance à croire qu'il y a un droit de sécurité, mais qu'il n'y en a rien. Bon, c'est quoi alors ce concept de sécurité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la logique de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas de contenu substantiel. Dans l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme, la sécurité est conçue comme un concept englobant les moyens de sécuriser les conditions de liberté et de droits fondamentaux. C'est grâce aux libertés qui sont protégées qu'on pourra atteindre une certaine forme de sécurité. C'est contraire à la tendance actuelle dans le discours politique qui considère que la sécurité est un concept substantiel. Mais aussi, on est en train de se dire, oui, le but de tout ça, c'est d'atteindre quoi? On n'en sait rien. C'est pas définissable. De nouveau, hein, l'argument c'est quoi? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Est-ce que c'est la sécurité économique? Est-ce que c'est la sécurité d'une communauté? Est-ce que c'est une sécurité religieuse? Est-ce que c'est quoi? Finalement, tous ces concepts de sécurité se retrouvent dans d'autres libertés qui sont énoncées dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'est quoi le principe? Le principe, quand on parle de cette mise en balance entre le droit fondamental à la vie privée et l'intérêt légitime de sécurité, c'est que la base, c'est que chaque personne a droit au respect de sa vie privée, entendu comme l'autodétermination. Il y a une dérogation à des conditions très strictes, c'est l'article 8, paragraphe 2. 1. Il faut que cette dérogation soit prévue par la loi. 2. Il faut que ce soit nécessaire, donc proportionnel, dans une société démocratique. On n'a jamais défini ce que c'était qu'une société démocratique, ça, jamais défini par la jurisprudence. Pour un des buts légitimes, dont, alors ici on parle de sécurité, dont la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d'autrui. Donc, c'est ici qu'on arrive à dire dans quelles conditions est-ce qu'on peut réprimer, poursuivre les infractions sur Internet, uniquement si c'est prévu par la loi. En l'occurrence, on verra, ce sont des règles dans le code de sélection criminelle. Il faut que ce soit nécessaire, donc il faut que ce soit proportionnel, et en plus, il faut que ça se poursuive à un des buts, donc par exemple ici, la prévention des infractions pénales. Comment est-ce qu'il faut lutter donc contre la criminalité dans le respect des droits fondamentaux? La règle principale, c'est qu'il faut respecter les règles de procédure pénale. C'est la conclusion logique de l'application de l'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Quels sont les acteurs de la lutte contre la criminalité sur Internet? On a le juge d'instruction, le procureur, et alors surtout la police, la Fédérale Computer Crime Unit et la RCCU, il y en a d'autres, mais c'est moins important. On a aussi évidemment des acteurs privés qui interviennent. On a les producteurs et éditeurs de contenu, ce sont ceux qui créent le contenu sur Internet, ceux par exemple qui créent une page de phishing, ceux qui créent un service de téléchargement, etc., ceux qui créent une page de pédopornographie, etc. Les personnes qui ont une connaissance particulière sont les informaticiens, qui en sont fiers, par exemple, sont les informaticiens qui connaissent le système. Les hébergeurs, ceux qui hébergent les contenus en ligne. Les gestionnaires de noms de domaine, donc ceux qui gèrent les noms de domaine, les points, bruxelles.be ou fundb.ac.be, celui qui gère le site d'université, par exemple, celui qui gère le nom de domaine.
les opérateurs de réseaux de communication électronique, donc Belgacom par exemple, les fournisseurs de services de communication électronique, par exemple BS, vous, etc., etc. Alors évidemment, les acteurs, c'est pas toujours très clair de savoir qui est qui. Par exemple, quand on parle d'hébergeurs, pourquoi est-ce que c'est important de savoir qui doit faire quoi? C'est qu'évidemment, chacun de ces intermédiaires a des responsabilités différentes dans le cadre de la communauté informatique. Un hébergeur, c'est quoi? Celui qui fournit un service de l'information consistant à stocker des informations fournies par le destinataire de service. Celui qui, à la base, le but c'était de stocker des informations de contenu sur un serveur. Non, la technologie a bien évolué. Qu'est-ce qu'on pense maintenant de YouTube? Évidemment que YouTube stocke des vidéos sur son site, mais en plus, ils éditent de la publicité sur ces vidéos. Est-ce que c'est un hébergeur ou est-ce que c'est en plus un éditeur de contenu par rapport aux pubs qui sont mises dedans? C'est un peu les deux. Wikipédia, c'est la même chose. Est-ce que c'est un hébergeur d'articles ou est-ce qu'en même temps, c'est aussi un éditeur de contenu puisqu'il y a un modérateur de tout ce qui est posté sur Wikipédia? De nouveau, c'est pas très clair. Même chose pour Silk Road, donc le forum en ligne où on peut acheter des armes ou de la drogue. Est-ce que c'est un hébergeur? Pas seulement, parce qu'ils gagnent aussi une partie de l'argent des trafics, etc., etc. Même chose pour le service de communication électronique. À la base, dans la loi de 2005, un service de communication électronique, c'était quoi? C'était ceux qui étaient, enfin, les services qui consistaient entièrement, principalement, en la transmission de signaux électroniques. Donc, à la base, ça visait qui? Ça visait vous, Belgacom, ce genre de services, ceux qui permettaient une connexion Internet, pour être clair. Ça visait ceux-là, sauf qu'on se posait des questions, alors, mais Yahoo, Skype, etc., qui ne sont pas visés par d'autres dispositions, comment est-ce qu'on peut choper du contenu? Comment est-ce que la police pourra avoir accès au contenu de ces communications? Bien, dans l'affaire Yahoo, les juridictions ont estimé, les juridictions belges ont estimé que des services comme Yahoo, Skype étaient des services de communication électronique et à ce titre avaient les mêmes responsabilités que vous, etc., etc. Pour vous dire que les classifications sont pas très claires. Les gestionnaires de nom de domaine, en cas de blocage de site, c'est intéressant, ils sont visés spécifiquement dans aucune disposition. On verra qu'il y a des actes qui sont menés par des instances judiciaires par rapport à ces personnes, sans aucune base légale. Et de voir ces intermédiaires maintenant. Donc, on a parlé de la rétention de données. Donc Belgacom, BSO, etc. doivent conserver les données de trafic pendant 1 an, on en a parlé. Cette directive a été invalidée, mais la loi belge est encore toujours d'application. Il y a des recours qui sont menés, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pour la suite. Autre responsabilité, c'est que, évidemment, celui qui produit du contenu qu'il met en ligne, c'est le producteur de contenu, lui, évidemment, est responsable. Celui qui produit de la pédopornographie, il est soumis au droit commun de la responsabilité. Celui qui met en ligne du contenu contraire au droit d'auteur, il est évidemment soumis à la responsabilité de droit commun. Par contre, si on est hébergeur, c'est pour ça que c'est important, cette nuance difficile entre ces classifications d'intermédiaires, c'est qu'un hébergeur n'a pas, par exemple, d'obligation de surveillance généralisée. Il ne doit pas surveiller l'ensemble des données qui sont stockées. Par exemple, YouTube ne doit pas surveiller, si on considère comme hébergeur en tout cas, l'ensemble des données qui sont stockées. Par contre, dès qu'il a une connaissance, une exonération de responsabilité, à condition qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite. Par contre, dès qu'il a connaissance de l'information, il doit en avertir le procureur. Il y a une obligation de dénonciation. Je le vois ici, article 20.3 de la CCI, c'est la loi sur les services de la société de l'information. Quand il a une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite, l'hébergeur doit communiquer sur le champ au procureur du roi qui peut prendre des mesures utiles conformément à l'article 39 bis qui est l'article relatif aux saisies informatiques. Il y a aussi des obligations de collaboration. Par exemple, un juge d'instruction peut obliger un hébergeur de surveiller de manière temporaire un site, plusieurs sites, dans un cas spécifique. Évidemment, ces intermédiaires, surtout les hébergeurs, ont une obligation de communiquer aux autorités judiciaires administratives compétentes à leur demande toutes les informations dont ils disposent et utiles à la recherche et à la constatation. Dès qu'on a constaté une infraction, qui est une constatation effective, il y a une sorte de dialogue dans le sens. Il y a une obligation de dénonciation, dès que c'est fait, le procureur a le droit de demander la collaboration des hébergeurs. Notons aussi que l'article 29 du Code d'instruction criminelle oblige chaque personne, donc c'est le 30 pardon, chaque personne, toute personne qui aurait témoin d'un attentat, soit contre la sécurité publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, est pareillement tenue de donner avis au procureur du roi. Donc chaque personne, dès qu'il constate une infraction, normale, qui porte atteinte à la propriété d'une personne, normalement tenue d'en avertir le procureur.
Pouvoir du procureur et du juge d'instruction, ça c'est évidemment le centre de la... Alors il y a la saisie, la recherche, l'obligation de collaboration, l'opérage, l'interception. Ce sont les cinq grands pouvoirs qu'ont ces deux acteurs du monde judiciaire. La saisie d'abord. La première règle, c'est que les règles de saisie classiques sont applicables. Donc un procureur pourrait ordonner la saisie du matériel informatique. Évidemment, ce n'est pas toujours souhaitable. C'est ce qui est marqué dans l'article 39, paragraphe 2. Si la saisie du support n'est pas souhaitable, les données peuvent être copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. Donc en principe, le principe c'est la saisie traditionnelle, mais si ce n'est pas souhaitable, on peut simplement copier les données sur un support ad hoc. C'est ce que peut faire le procureur. Il peut également, si les données sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par exemple en cas de pédopornographie, il peut utiliser tous les moyens nécessaires pour rendre ces données inaccessibles. Il peut également empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, par exemple en chiffrant les données. Ça c'est pour la saisie. Alors évidemment, il y a pour vous dire que tout ça est très compliqué, il y a des questions controversées. L'article 39 bis, c'est l'article qui est utilisé pour l'instant par les procureurs pour bloquer les sites, par exemple par ILADB. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut utiliser l'article 39 bis comme base légale pour demander aux hébergeurs de bloquer les sites? Il faut bien se souvenir que l'article 39 bis, c'est un article de saisie. Donc ça veut dire que les policiers, après le mandat d'un procureur, arrivent chez une personne. Mais le site, souvent, n'est pas hébergé chez la personne, il est hébergé chez l'hébergeur. Est-ce qu'on peut, en faisant une saisie chez une personne, demander le blocage d'un truc qui se situe ailleurs? Ça paraît complètement aberrant, pourtant c'est l'article qui est utilisé. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que, évidemment, un procureur, c'est beaucoup plus facile de le saisir qu'un juge d'instruction. Pour saisir un juge d'instruction, il faut déjà qu'on soit au stade de l'instruction. Ça demande plus de temps, etc., etc. Donc, pour l'instant, il se base sur l'article 39 bis, qui pour moi est complètement aberrant et complètement illégal. Mais c'est utilisé pour l'instant. Ça montre bien qu'il y a des problèmes d'évolution du droit par rapport aux technologies. Et en tout cas, ça fait question. Selon moi, par exemple, dans ce cas-là, il faudrait utiliser l'article 88 quater dont je vais parler. Vous comprenez, hein, on ne peut pas, lors d'une perquisition, commencer à bloquer des sites qui se situent ailleurs. Article 88 ter, lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique, c'est la recherche dans un système d'information, il peut élargir cette recherche vers un autre système informatique qui se situe ailleurs. Mais notez qu'ici, il faut un juge d'instruction, pas simplement un procureur. Si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité, et si d'autres mesures seraient disproportionnées, plus c'est des conditions de motivation qui doivent être remplies. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la recherche, on parle d'extension de la recherche, mais la recherche n'est pas définie. Donc on ne sait pas ce que c'est qu'une recherche. En gros, on veut dire que c'est pas très clair. Je disais, pour respecter les droits fondamentaux en poursuivant des infractions, il faut respecter de manière stricte la procédure pénale, et encore faudrait-il que la procédure pénale soit écrite de manière claire pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Alors, une recherche doit avoir lieu dans le cadre d'une perquisition, car l'ordinateur est assimilé à un domicile informatique. Le droit à l'être privé s'applique au même type que la légalisation. Dès qu'on fait une recherche, il faut non seulement, à nouveau, c'est quelque chose qui est complexe, c'est pas très bien, est-ce qu'il faut un mandat de perquisition, plus un mandat de recherche, plus un mandat d'extension de recherche? Ben, pour être certain, c'est ce qu'il faudrait faire. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas de contestation, c'est mieux. Oui, l'extension est possible. À quoi? Uniquement au système auquel les personnes autorisées ont accès. Donc on ne peut pas commencer à hacker des systèmes à partir d'ordinateurs. On ne peut pas non plus se connecter au compte Hotmail d'une personne par le biais de son ordinateur. On le verra. Il y a un cas de jurisprudence qui a dit que le procédure correctionnel, il y a le tribunal qui dit, dans ce cas-là, il y avait une ordonnance de perquisition classique. Il y avait une possibilité de saisie des ordinateurs sur place et une possibilité de recherche. La question c'était, est-ce qu'il faut un mandat de perquisition supplémentaire pour accéder aux données sur les comptes Hotmail? Ici, donc, on imagine la police qui rentre sur l'ordinateur, qui veut se connecter au compte Hotmail pour choper les données sur Hotmail. Le tribunal dit non, il ne faut pas. En appel, la cour d'appel dit il faut soit un mandat de perquisition qui permet l'accès aux locaux de Hotmail, soit une ordonnance motivée sur base de l'article 88 ter, donc extension de recherche. Ici, il n'y a pas d'extension de recherche, pas de extension de recherche, donc vous allez recommencer. 88 quater, c'est l'article qui, selon moi, devrait être utilisé pour le blocage du site, pas 39 bis. Pourquoi? Le juge d'instruction peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière de système informatique de fournir des informations.
peut aussi ordonner à toute personne appropriée de rendre inaccessibles les données. Ben, évidemment que c'est cet article-là qui devrait être utilisé pour le blocage de site, puisque c'est le juge d'instruction qui peut ordonner à toute personne appropriée de rendre inaccessible. Dans ce cas-ci, effectivement, il faudrait avoir recours à l'article 88 quater et pas 39, ce qui veut bien dire que même maintenant, les autorités judiciaires ont tendance à utiliser des moyens un petit peu détournés pour aller plus vite. On comprend vraiment leur intérêt d'aller plus vite, mais ça se fait en contradiction avec le principe de prévisibilité et de respect strict des règles de procédure pénale. Il y a l'obligation aussi de collaboration des informaticiens. C'est-à-dire que si vous êtes informaticien dans une entreprise, par exemple, le juge d'instruction peut vous demander de donner accès aux données. Par exemple, si vous avez la clé de chiffrement, de donner la clé de chiffrement, de donner accès au mot de passe, ce genre de choses. Vous pouvez vous y opposer uniquement si vous êtes informaticien, si vous êtes vous-même le coupable de l'infraction. Si vous savez que vous avez commis l'infraction, vous avez un gros silence, évidemment, en cas de secret professionnel. Et alors, ici, interception des communications, ça c'est ce qui va le plus loin, c'est l'interception des données. Donc c'est interception soit des communications téléphoniques, soit évidemment interception des emails en cours. Un juge d'instruction peut l'ordonner au service de communication électronique du écoutage. C'est ce qu'on appelle les écoutes électroniques, c'est le même régime que les écoutes téléphoniques. Les conditions, c'est qu'il faut que le mail soit en cours de transmission, et en plus, il faut respecter l'article 90, donc il y a un série d'infractions limitées, ça a été étendu. A noter que par exemple, toutes les infractions informatiques sont listées dans les infractions de mandataire. Et alors pour finir, c'est ce qui est le plus utilisé par exemple en cas de trafic de drogue, par exemple. C'est le repérage. C'est quoi le repérage? C'est qu'un juge d'instruction peut ordonner de surveiller une personne par rapport aux données qui sont émises. À qui est-ce qu'une personne déterminée a téléphoné, quels appels il a reçus, quel mail il a envoyé, quels emails il a reçus, quel site il a visité, quel site il a reçu par rapport à une personne déterminée. Et ça peut être localisation aussi. Ça peut être ordonné pour une durée de 2 mois renouvelable. Et de nouveau, il y a une collaboration imposée aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs de services. Si on refuse, il y a une amende. Alors la mesure la moins intrusive, c'est celle-ci, c'est le procureur du roi. Il peut identifier une personne, savoir qui se cache derrière une IP, qui se cache derrière un numéro de téléphone, donné fixe. Et à qui est-ce que ça s'adresse? De nouveau, c'est le procureur qui peut le demander à un opérateur ou un fournisseur de services. Tout ça pour dire qu'il y a des règles de procédure pénale assez vagues finalement, mais qui sont basées sur quoi? Qui sont basées sur le fait qu'il y a une gradation au départ d'acteurs judiciaires. Un procureur normalement devrait avoir moins de pouvoir qu'un juge d'instruction. Un juge d'instruction, c'est une personne qui mène l'instruction à charge et à décharge. Un procureur, lui, mène l'enquête uniquement à charge. C'est pas le chef de la police. Donc, il y a quelque part un glissement de pouvoir, de compétences entre ces deux acteurs qui est attentatoire à la protection de la vie privée, qui est contraire clairement à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Conclusion, je peux pas. La conclusion, je peux pas. La conclusion, elle est simple. La conclusion, elle est simple. Le droit à la vie privée est un droit fondamental. Il n'y a pas de droit à la sécurité, c'est vraiment un intérêt légitime qui peut être poursuivi, mais uniquement en tant qu'exception au droit à la vie privée. On a vu pourquoi. Donc la lutte contre la criminalité doit rester proportionnelle. Elle doit donc se faire dans un respect strict de procédure pénale. Encore faut-il que ces règles pour cette pénale soient écrites de manière claire. Voilà. Merci à Louis sur les droits des citoyens pour la protection de leurs données personnelles. Voilà, en fait, la présentation ici aurait été faite par un autre membre de la commission de technologie qui s'appelle François David, que je remercie au passage pour nous accompagner dans cette prise. Donc la protection des données à caractère personnel, ça va s'articuler essentiellement autour de 2 questions. D'abord, que sait-on sur moi? Et ensuite, quels sont mes droits?
Alors la première question, que sait-on sur moi? D'abord les informations que je donne, et ensuite les informations qui sont dans les banques de données, soit par le secteur bancaire, soit par le secteur privé. On va reparler une fois de la rétention des données dont j'avais touché à vous tout à l'heure. Alors les informations que je donne, c'est quoi? En remplissant un bon de commande, en ayant recours à une carte de fidélité, en utilisant les réseaux sociaux, je donne des informations sur moi et je me mets à recevoir des newsletters, des publicités, des invitations d'un petit peu partout. Par exemple, par le biais des cartes de fidélité, les sociétés connaissent mes habitudes alimentaires. Est-ce que je mange plutôt des plats préparés? Est-ce que je suis plutôt carnivore ou végétarienne? Mes préférences intimes, mes capacités financières, mes moyens de paiement, mes habitudes géographiques et temporelles. Et donc, ils savent déjà dessiner un portrait robot finalement de ma personnalité. Donc ça, ce sont les données que je donne. Et puis, je sais en principe à qui je les ai données, sauf que mes données circulent. Sauf opposition de ma part, la société à qui j'ai communiqué mes données fait en effet circuler ces informations au sein du groupe de la société elle-même, par exemple BNP Paribas Fortis et toutes les succursales, mais aussi auprès des partenaires de la société. On va avoir un exemple plus loin avec Deleuze. Donc on voit en fait que mes données valent de l'or parce qu'elles vont être exploitées par le secteur privé notamment. On va prendre donc l'exemple de la carte de fidélité Deleuze. Dans ces conditions générales, Deleuze stipule qu'elle partagera les données de ses clients avec des tiers qui fournissent des services en notre nom et pour notre compte. Ce qu'il faut comprendre par là, ce sont les agences de marketing, les services de placement, etc. Deleuze va également partager ces données avec des entreprises tierces qui vous envoient des informations sur leurs produits ou services, publicité, ou bien alors des outils d'analyse web, omniture, etc. Donc ils vont suivre en fait quels sont vos intérêts. Si vous demandez une carte plus, il est écrit en très grand, oui, j'autorise bien Deleuze Group, ses filiales et partenaires à faire circuler des informations entre eux. Et oui, j'accepte de recevoir des SMS publicitaires, et comme ça je gagne des points, chouette. Mais en petit caractère, il est écrit, nous pouvons communiquer vos données aux partenaires commerciaux de la carte plus, dont la liste est consultable via notre site web. Bonne chance, je me demande combien de personnes ont été sur le site web en question pour savoir qui était le commerciaux. Eh bien, c'est en fait tout cela. Donc, l'air de rien, vous allez le donner à une personne, et puis ça va être Deleuze, AD, Proxy, Cadillon, Pengo, et des choses plus comiques comme Planète Parfum, vous ne l'aviez pas vu venir, Center Parks non plus, American Express, Avis, Club, Thomas Cook, enfin bref, j'en passe. Un autre exemple, on va prendre la banque BNP Paribas, dans ses conditions générales, la banque indique de ne partager aucune donnée de ses clients avec des tiers, excusez-moi, il y a des fautes d'orthographe. Voilà. Et elle dit donc qu'elle ne partagera aucune des données de ses clients avec des tiers, mais elle ne considère pas comme des tiers tous les collaborateurs de la banque, toutes les sociétés qui appartiennent au groupe dont fait aussi partie la banque, ainsi que leurs collaborateurs à eux, c'est-à-dire les sociétés mères, les filiales, les sociétés liées à la société mère, etc. Et tous les partenaires commerciaux qui ont en fait souscrit un engagement de confidentialité. Donc, quand on sait que quand on donne une information, elle se met ensuite à circuler et qu'on ne maîtrise plus vraiment qui possède ces informations sur nous, la première réaction, c'est évidemment réfléchir sur ce qu'on est d'accord de donner comme information. Par exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette carte de fidélité? Qu'est-ce que ça me rapporte versus qu'est-ce que je suis prêt à donner comme information? Est-ce que je suis aussi d'accord de banaliser ma carte d'identité afin qu'elle me serve de carte de fidélité? Donc ça, c'est déjà arrivé, on voit des exemples ici avec Free Identity, avec le Loto, c'est arrivé également avec Mediamart. Ils utilisent en fait la carte d'identité, qui possède donc de très nombreuses informations à caractère très uniquement personnel, comme carte de fidélité. La question a été soulevée au Parlement qui a dit, ben voilà, la commission vie privée s'est récemment saisie du dossier Mediamart. Une enquête est en cours afin d'examiner si les modalités de traitement sont conformes à la loi vie privée. Donc on a vu cette loi du décembre 1992 qui transposait la directive de 95-46. Et elle dit, en date du 25 mai 2011, la commission a émis une recommandation d'initiative relative à la prise de copies de cartes d'identité, leur utilisation et leur lecture électronique. À cette occasion, elle s'est penchée sur certaines pratiques commerciales utilisant la carte d'identité comme moyen pour collecter des données dites d'identification du client. Au lieu de délivrer une carte de fidélité, certains commerçants demandent en effet à ce que la carte d'identité leur serve de carte d'identité. Et donc la commission a considéré que c'est uniquement
moyennement le consentement libre, spécifique et informé du client que sa carte d'identité pourrait être utilisée à cet effet. Et si le client n'est pas d'accord, s'il dit non, je préférerais utiliser un autre moyen, on doit lui offrir une alternative. Eh bien, j'ai fait le test. J'ai été chez Mediamarkt. On m'a proposé la carte de fidélité via la carte d'identité. J'ai dit que je préférais un autre moyen. Ils ont dit, mais il n'y en a pas d'autres. Ça n'a absolument pas de quoi je parle. Donc, les banques de données, secteur public, secteur privé, qu'est-ce que c'est? Au niveau du secteur privé, les informations que j'ai données sont collectées évidemment pour analyse et exploitation dans des bases de données qui permettent aux entreprises du secteur privé de connaître mes préférences et de cibler, par exemple, le public choisi pour l'un de leurs produits. On va prendre un exemple avec Binode qui a de nombreuses bases de données comme par exemple Consumatrix. Consumatrix, c'est quoi? C'est une base de données en fait du secteur privé qui collecte et traite des informations sur près de 7 millions de personnes en Belgique, c'est pas rien. Et donc quand on va sur le site de Consumatrix, sur internet, on trouve la plus grande base de prospection commerciale de Belgique. Vous voulez trouver des clients, commencez par sélectionner les bons prospects. Utilisez notre base qui contient donc des informations sur plus de 7 millions de personnes et 4 millions de ménages en Belgique, et c'est pas mal. De quoi limiter votre groupe cible dans les moindres détails. Et là, ça fait peur. Des données sociodémographiques comme le sexe, l'âge, la situation familiale, la classe sociale, des différents lifestyles, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt écologiste, sportif, bon vivant, quel type de véhicule est-ce que vous préférez, des informations si vous avez déménagé, etc. etc. Donc on voit qu'en fait ces bases de données vont être utilisées par les secteurs privés qui rassemblent un maximum d'informations sur vous pour les revendre, tout simplement. Un autre exemple, c'est aussi fait par Binode, ça s'appelle Movers. Donc vous avez le malheur de déménager et de prévenir la poste. Pas de souci, la poste se charge de prévenir Binode en question et vous allez recevoir des tas d'informations pour l'électricité, pour pouvoir être déménagé, pour acheter de nouveaux meubles, etc. Et vous vous demandez comment ils ont fait pour savoir que vous aviez déménagé tout récemment. Eh bien, c'est grâce à ce type de base de données qui précise, quand on va à nouveau sur le site Binode Movers, le déménagement est une étape importante dans le cycle de vie des consommateurs. Mieux vaut ne pas rater de coche. Voilà, tout est dit. Movers, vos voisins sont peut-être de futurs clients. Vous êtes à la recherche de nouveaux clients. Et bien, grâce à cette base de données, vous allez retrouver tous ceux qui ont déménagé. L'arrivée d'un nouveau voisin ne vous échappe plus. Les banques de données du secteur public, cette fois, ne manquent pas non plus. Elles n'ont évidemment pas les mêmes buts. On va citer quelques-unes de ces banques de données. C'est par exemple le registre national, les registres de population, l'informatique de véhicules, le cadastre, les empreintes des crédits particuliers, le registre central des testaments, le dossier médical global, etc. Chacune de ces bases de données doit pouvoir être constituée, être encadrée par une loi et ou des arrêtés royaux. Et l'objectif, on va dire central, c'est chaque fois la simplification administrative. Donc c'est éviter pour un citoyen de multiplier les longues démarches et de devoir repayer à chacune de ces démarches et en termes de temps et en termes financiers. Donc c'est un objectif, on va dire, saluable, louable. Et par le biais de l'échange d'informations, ce qu'on souhaite, c'est optimaliser les services administratifs. Et donc, en fait, on va en citer comme la BCSS, la BCE, etc. Et en communauté française, on a la récente BCED, qui est une banque carrefour d'échange des données. Maintenant, s'il y a bien des lois, s'il y a bien des arrêtés royaux, est-ce que ces lois sont parfaites, des arrêtés royaux parfaits? La réponse est tout de suite non. Et donc voilà, on voit qu'effectivement, il y a des dérives du côté secteur privé, et tout n'est pas parfait du côté secteur public non plus, même si les efforts plus importants sont réalisés. Alors, dans le secteur public, par rapport au secteur privé, qu'est-ce qu'on peut considérer? C'est que la constitution des banques de données est encadrée, je l'ai dit, par une loi ou par des arrêtés royaux. Il y a un contrôle a priori, puisqu'il a fallu qu'on s'interroge pour constituer donc, ces lois et ces arrêtés royaux, et un contrôle a posteriori, puisque ces lois et ces arrêtés royaux mettent en place des comités de gestion et ou de surveillance. Dans le secteur privé, c'est mieux, on va dire. Et c'est parfait. La constitution des banques de données n'est pas encadrée, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'arrêté royaux, évidemment. Et le contrôle a posteriori, c'est uniquement si vous arrivez à vous en plaindre. Et comme vous avez très peu de chances de savoir quelle base de données possède des informations sur vous, vous avez peu de chances de pouvoir vous plaindre. Alors quel est le rôle du législateur? Quel est le rôle finalement du citoyen lui-même? Et quel est le rôle de l'entourage, de tous ceux qui nous entourent? C'est ce qu'on va voir dans les slides suivants.
Quel est le rôle du législateur? C'est baliser les contours de la protection des données à caractère personnel, c'est montrer l'exemple lorsque lui-même institue des banques de données secteur public, c'est instituer un contrôle efficace, et évidemment ça demande des moyens financiers, les francs, et empêcher toute entrave aux droits des citoyens, ce qui présuppose que ces citoyens en question soient suffisamment informés pour connaître leurs droits et pour savoir comment les mettre en action. Et donc le rôle du citoyen, mon rôle à moi, qu'est-ce que c'est? C'est finalement avoir une utilisation consciente de nouvelles technologies en s'informant, donc c'est-à-dire en lisant les conditions générales. Je me demande, je sais que c'est rare, combien de personnes ont lu les conditions générales de leur carte de crédit, par exemple, ou les conditions générales d'un magasin auquel ils se rendent quotidiennement ou toutes les semaines. Se renseigner sur les partenaires d'une société, donc je donne mon information à une société, à qui d'autre, parce que cette société va pouvoir donner mon information. Consulter également le site de la sécurité. C'est aussi être responsable, c'est faire ses choix en toute conscience. Est-ce que j'accepte de donner ma carte d'identité pour qu'elle me serve de carte de fidélité? Est-ce que j'ai bien compris quel risque j'en courais en banalisant ainsi l'usage de ma carte d'identité? C'est faire respecter ses droits, je suppose qu'effectivement on les connaît. Et c'est comprendre aussi la base, c'est que sur Internet, le véritable anonymat n'existe jamais vraiment. On saura toujours, ou presque, reconnaître votre adresse IP et finalement vous retrouver. Donc les applications sur smartphone ou sur Facebook par exemple peuvent être sympathiques aussi, mais elles collectent des données à caractère personnel. Là encore, ça se pose la question, qu'est-ce que je suis d'accord de donner pour pouvoir jouer à un petit jeu rigolo pendant 10 minutes? Est-ce que je suis d'accord de donner 36 millions d'informations à caractère personnel? On va prendre cet exemple avec le jeu Prime. Lorsque vous cliquez sur jouer, vous acceptez en fait de donner toutes vos informations de base qui contiennent donc votre nom, votre profil, le sexe, l'identification de l'utilisateur, la liste de tous vos amis et toutes les informations que vous avez accepté de rendre entre guillemets publiques, ce qui fait beaucoup d'informations pour un simple jeu. Alors, l'utilisation des styles va de pair avec ma responsabilisation, donc effectivement mon comportement influence la façon dont on va pouvoir respecter ma propre vie privée. Est-ce que je suis d'accord d'exposer ma propre personnalité sur les différents réseaux sociaux, par exemple? Est-ce que je publie 36 millions de photos par semaine, ou en train de manger, ou en train de boire, ou en train de dormir? Quelle est la protection que j'accorde à mes données? Est-ce que j'utilise un mot de passe considéré comme bon, et pas le prénom de ma fille suivi de sa date de naissance, qui est très facile à retrouver? Est-ce que j'ai un ordinateur considéré comme protégé? Alors je sais qu'évidemment, avoir un antivirus, ce n'est pas la panacée, avoir un anti-spyware non plus, mais enfin c'est un minimum. Est-ce que je vide régulièrement mon historique? Est-ce que j'ai paramétré mon profil? Est-ce que chaque fois que je suis obligée de donner mon adresse email, j'essaye dans les publications sur la toile de la crypter, c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire arrobase directement avec le petit sigle, j'écris en toutes lettres, comme ça un ordinateur ne sait pas reconnaître et utiliser mon adresse automatiquement. Est-ce que je fais ma session ouverte, je pars en pause, je laisse l'ordinateur ouvert et puis je reviens une demi-heure après? Évidemment, si on m'a volé des données ou des informations, qu'elles soient professionnelles ou privées, je suis responsable. Alors, le rôle, on l'a vu, du législateur, le rôle du citoyen en tant qu'acteur, et on va voir le rôle de la responsabilisation de l'entourage. Il faut évidemment, en principe, faire savoir à tous ceux qui nous entourent et que ça nous dérange finalement qu'on prenne 36 millions de photos de nous et qu'on retrouve la photo de notre fille sur Google, par exemple, en train de faire ses premiers pas à vélo ou de ses concours. Donc, merci aux amis de ne pas publier des photos de moi sans me le demander. Merci de ne pas mentionner mon nom dans un commentaire sans me le demander, de ne pas publier des informations sans me consulter, etc. Donc, c'est finalement s'informer et informer les autres également. À cet effet, en fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fabuleuse campagne de Febelfin en 2012, le Save Internet Banking, qui avait mis en place, et là je ne suis pas sûre qu'on a accès à Internet. Non, voilà. Donc je vous invite à aller retrouver sur, désolé, c'était la plateforme YouTube, mais c'est facile à retrouver, c'est que vous avez Febelfin. Donc ça, en fait, c'est une espèce de faux médium. Il est dans une petite tente et il avait la tête d'un truc de médium qui était de d'accord, et puis il recevait des gens totalement pris au hasard dans la rue, et il disait voilà, alors vous avez une voiture rouge, vous avez dans une maison avec des trucs jaunes, je vois que votre meilleure amie elle s'appelle Laurence, je crois que vous avez un crédit pour 175 000 €, vous venez de sûrement acheter une maison, peut-être la deuxième, je pense que vous avez
une rupture envisagée avec votre petit copain dans les mois qui viennent, etc. Et c'était impressionnant parce qu'il tombait juste à chaque fois. Et puis le rideau tombe et on s'aperçoit que dans la pièce à côté, il y a tout simplement des informaticiens qui ne sont pas des hackers, mais qui ont simplement consulté les informations qui étaient disponibles sur Internet. Et on se rend compte qu'en fait, les gens donnent beaucoup plus d'informations sur eux qu'ils ne le pensent, simplement en publiant des photos. Moi est derrière la maison. Moi est derrière mon ami, etc., avec des commentaires, des tags, etc. Donc, simplement en regroupant les informations que vous avez vous-même données sur les différents réseaux sociaux et autres, ils arrivaient à jouer les soi-disant médias. Donc, c'était une campagne qui invitait chaque citoyen à être responsable. Dans le même sens, dans le même esprit, je fais moins bien que Delphine, je ne suis pas médium et je ne suis pas capable de rechercher et d'agglomérer toutes vos informations. Mais ce que je peux dire, c'est tout simplement apprenez à maîtriser vos réseaux sociaux, utilisez régulièrement Google, tapez votre nom, votre prénom, vérifiez quelles informations qui peuvent apparaître. Si vous partagez votre PC, supprimez votre historique. Si vous surfez et que vous voyez les prix augmenter, videz votre cache. Ça arrive aussi très souvent. Vous allez sur un site de vol, je ne vais pas en citer, ça va aller par exemple. Et puis tout à coup, le prix du billet d'avion augmente le lendemain ou le surlendemain, etc. Eh bien non, le prix du billet n'a pas augmenté du tout. C'est simplement que Ryanair a considéré que vous étiez intéressé par cette information et donc il a spontanément augmenté le prix parce qu'il a un traceur qui lui permet de dire ah il est venu 2 fois donc il sera d'accord de payer un petit peu plus et vous allez vous empresser de payer parce que vous dites ah mon Dieu c'est déjà 10 € plus cher aujourd'hui, demain c'est trop cher. Donc pour éviter ça, il faut simplement vider le cache. Si vous ne savez pas comment supprimer votre historique ou bien vider votre cache, il n'y a pas de souci, il y a des tas de sites en fait, qui expliquent très facilement comment faire et notamment le site commentssamarche.net qui vous explique vidéo à l'appui et petit texte audio pour les nuls dans le genre comment faire. Alors, de même, un autre truc précis, si vous en avez plein de votre web qui vous raconte comment limite le cours en 5 minutes, ras-le-bol des publicités soi-disant ciblées, vous avez une valeur de regarder après une mode et vous voyez toutes les publicités sur ce qu'on possible et là de côté, et bien, pour éviter ça, j'ai noté le post. C'est un produit comme un autre, qui est gratuit et qui ne fait pas d'information sur vous, sauf si vous manifestez de manière très claire. Donc simplement en tapant Ghostery, vous allez avoir en fait toutes ces publicités-là, bloquées, ce qui n'empêche absolument pas d'agir. L'avantage, c'est que à la droite, vous allez avoir la liste des sites et de tous les traceurs qui ont essayé de vous repérer. Ne serait-ce que si vous n'avez pas envie, juste essayer 5-10 minutes, voir le nombre de personnes, en un jour, vous aurez 480 cookies et traces de suivi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est véritablement même quand on a un parcours. Donc quels sont les droits? Maintenant on va glisser un petit peu sur la directive privée qu'on a déjà abordée et sur le droit à l'économie qu'on a déjà abordé aussi, je ne vais pas trop défendre. Donc la protection de la directive accordée dans la directive 2546 et la création qui la transpose offre les droits, on l'a vu, à la formation, à l'accès, le droit de publication des données considérées à collecter des données, le droit d'opposition à la directive et le droit à l'oubli, donc en fait c'est un peu de transposition. Donc c'est toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression et l'interdiction d'utilisation de toutes données à caractère personnel la concernant, qui compte tenu du but du traitement est incomplète ou non pertinente, ou dont l'enregistrement, la communication et la conservation sont interdits, ou encore qui est fait au-delà de la période de l'autorisation. On a aussi le droit de déposer plainte à la sécurité, et enfin, si on a épuisé tous les moyens incidents, on a aussi le droit de saisir la justice européenne. Pour le droit à l'oubli, je vais encore plus vite. Je vais simplement dire que c'est tout simplement M. Gonzalez qui a fait cette plainte par simplement parce qu'il y a une information que j'ai relativement ancienne, qui date de 1998, stipulée qu'elle a eu en fait des problèmes de tête et que suite à cela, il a dû faire revendre ses meubles, ce qui est évidemment pas très glorieux. Et donc, il a bien vu qu'à un moment donné, on oublie un petit peu ce détail et que chaque fois que ça se demande, on tombe là-dessus. Il a prouvé gain de cause et donc, depuis, Google a prévu un formulaire pour faire supprimer ces données. Google et le droit à l'oubli, il vous demande quoi? Il vous demande la photocopie de votre carte d'identité, les liens URL desquels vous voulez disparaître, une explication du pourquoi vous voulez disparaître, qui est large appréciation, et enfin, il vous assure qu'il achètera dans les meilleurs délais, sachant que de plus en plus de demandes de l'intérêt, ça peut attendre. Et enfin, quelle version de votre recherche disparaissez? On ne parle pas de tous, mais uniquement des versions européennes. Voilà.
qui pourrait vous aider à obtenir plus d'informations. Je conseille particulièrement le Hunton Privacy Lab, qui va faire le tour de tout ce qui est la protection de la vie privée dans le monde entier, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Et donc, ça permet d'avoir une vue un peu globale. Sinon, le petit point de l'équipe, en fait, c'est l'observation de l'observation. Et si jamais vous vous posez des questions sur les nouvelles technologies, un autre vocabulaire qui vous échappe, le site de l'APC